Un des constats qui m'a amené à monter ce projet et à créer Alterno, c'est que le point de départ, c'était de faire le tour de la Haute-Normandie pendant 6 mois, où j'ai rencontré à peu près 40 producteurs, donc des maraîchers, mais des producteurs aussi de jus de pomme, de cidre, de confiture, de produits laitiers. Effectivement, le gros problème qu'on a lorsqu'on fait de la production de petite taille, en petit volume sur des petites exploitations, c'est que souvent on est seul ou avec sa compagne ou avec un associé ou un salarié qui aide, mais on n'a absolument pas le temps à la fois de gérer la production et la vente. Donc quand on arrive à se dégager 1 à 2 journées par semaine pour faire les marchés, c'est souvent le maximum. Et le souci, c'est qu'on n'est jamais sûr de vendre ce qu'on amène sur un marché s'il ne fait pas beau, si c'est la fin de mois, que les gens attendent la paye justement pour pouvoir se faire plaisir. Donc il y a un facteur temps et un facteur vente qui ne sont pas sûrs, qui fait qu'il y a plein de producteurs qui souhaitent justement se décharger de la partie commercialisation pour se recentrer sur leur cœur d'activité qui est de produire, parce qu'ils souhaitent produire correctement, justement, pas être à courir 15 heures par jour, 7 jours sur 7, en pouvant prendre qu'une semaine par an. Parce que c'est quand même souvent le cas pour les maraîchers, pour les producteurs avec lesquels je travaille. Donc oui, c'est leur dégager du temps pour leur assurer des ventes, pour leur permettre à eux de pouvoir mieux travailler et mieux produire. Vous allez sur la place Saint-Marc le week-end sur Rouen, vous avez à la fois des personnes qui vendent directement leur production maraîchère, qui sont de la région Haute-Normandie, et vous avez des personnes qui vont aux mines acheter de la marchandise auprès de grossistes pour la revendre. Mais généralement, c'est spécifié si c'est l'origine France ou au moins européenne, sinon le pays d'origine. Généralement, les personnes vous le disent clairement. De toute façon, ça se voit aussi lorsque c'est un vrai maraîcher qui vend sa propre production. Vous avez de fortes chances que sur l'étal, les légumes et les fruits soient beaucoup moins calibrés, qu'il y ait des petites taches dessus parce que le tri a été fait plus rapidement. Bon, voilà. Après, sur le prix des haricots verts, c'est un très bon exemple parce que entre une production, qu'elle soit biologique, mais même sans être forcément biologique, les haricots en petite production et en récolte manuelle, ça prend énormément de temps. Faut vous imaginer le temps qu'il faut pour remplir un seau de 8 kg, c'est 1 à 2 heures pour quelqu'un qui est expérimenté. Donc forcément, ça se ressent sur le prix final. Quelque part, entre une boîte de haricots pré-cuits qui va vous coûter 1,20 € pour les marques repères et des haricots frais comme ça qui ont été cueillis de la veille, la différence en termes de goût, en termes de qualité, en termes nutritionnels, en termes de conservation, c'est incomparable. Les haricots. Les fameux. Les fameux. On est en train de parler des haricots, que ça coûte cher, mais oui. parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Exactement, oui. Oui, parce que avant de m'arriver là, il y a du travail dans le terrain à faire. Quel est notre problème pour faire rougir une tomate? C'est ça. Ça tombe bien. De lui faire plein de jolis compliments. Non mais il y a une fille qui est rentrée là. Allez voilà, elles sont contentes les tomates. Et donc du coup le truc c'est que à commercialiser des tomates comme ça va pas être vendable. Par contre, c'est des tomates qui sont parfaites pour tout ce qui est beignets et confiture de tomates vertes. Donc là, il faut aussi accompagner les consommateurs pour les informer qu'il ne faut surtout pas manger de tomates vertes parce que c'est super toxique. Comme les pommes de terre, il ne faut pas manger les feuilles, c'est très toxique. Par contre, cuisiner, ça peut être très bon. Mais il faut leur faire des petites fiches recettes de comment est-ce qu'on fait une confiture de tomates vertes ou des beignets de tomates vertes. Mais toutes ces tomates-là, sinon il n'y aura pas d'autre solution pour les vendre. Là, sur les 15 jours qui viennent, on va travailler sur les calendriers de production. C'est-à-dire, dès maintenant, il faut qu'on sache jusqu'au printemps 2014, c'est-à-dire toute l'année de 2013 jusqu'au printemps 2014, ce que j'aurai comme besoin pour mes paniers. Parce que les légumes, ça demande entre 3 mois et 6 mois, 9 mois pour pouvoir pousser. Voilà. La terre, ça se prépare, il y a des saisons pour planter.
Donc en fait, par exemple, pour les carottes qu'on va manger au mois de septembre 2013, il faut qu'on sache dès maintenant quelle quantité il y aura pour savoir combien de graines il faut qu'on commande, quelle surface est-ce qu'on va planter au mois d'avril-mai. Donc comment tu fais un estimé de ta Eh ben, c'est très difficile. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent se rajouter chaque semaine. Voilà. Donc comme en fait, si nous, on commande, voilà, ça rajoute un panier. Actuellement, moi, je fais 40 à 45 paniers semaine. Faut que je parte du principe que peut-être d'ici l'année prochaine, je vais faire 150 paniers. Oui, parce que ça fait juste 5 mois, c'est ça, voilà. Ça a commencé. Donc en gros, ça veut dire que c'est aussi pour ça que c'est fondamental que les relations soient transparentes et sous le signe de l'entente cordiale en fait et de la compréhension mutuelle entre l'intermédiaire et les producteurs, parce que moi je vais m'engager auprès des producteurs pour leur dire voilà, pour l'année prochaine j'ai besoin de 3 tonnes de carottes du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2013. Je vais m'engager à acheter cette production-là. Mais derrière, il faut aussi être souple, c'est-à-dire que la météo fait que ça va arriver plus tôt ou plus tard. Il y a les parasites, les petits lapins qui vont venir. Donc en fait, les chenilles sur les choux-fleurs, que j'ai perdu 200-300 choux-fleurs. Là, c'était la catastrophe. Allez voir, mais c'est des beaux choux-fleurs et des chenilles ont fait des trous, mais c'est d'accord, on est en bio, mais le problème c'est que c'est invendable. Voilà. Parce qu'il y aura une tâche et que les gens veulent des beaux choux-fleurs. J'ai fait les marchés en bio ou non bio. Vous mettez un chou-fleur qui est un peu taché là, mais les gens, vous leur dites que c'est du bio, d'accord, mais il n'est pas beau, ils vont pas le prendre. Vous voyez, le problème il est là, c'est que en conventionnel, c'est pas dur, on prend le pulvérisateur et puis on traite les chenilles, on traite tout. C'est du beau. Mais par contre, les gens mangent des pesticides. Voilà. Les gens ont du mal, les jeunes, surtout les jeunes, parce que nous on arrive, on a connu. Moi j'ai connu ma mère, même moi faire le jardin, et des carottes véreuses, et on les épluchait, et puis voilà. Mais la génération qui ont 25 ans, oh non, à la poubelle, c'est non. Ils veulent du beau. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le temps aux gens qui s'adaptent. Mais c'est long, c'est un travail de longue haleine sur plusieurs années. Ouais. But I don't care long as I get his daughter. If he won't give her up, I'm gonna run away. Won't give her up, I'm gonna run away. Won't give her up, I'm gonna run away. Go to North Déjà, on essaye de tout acheter. Parce que les pommes de terre, on arrive à refaire en Charlotte de nos plants, ce qu'on avait, nous, qu'on a réussi à récupérer, heureusement. Ceux qu'on a mis ont mieux donné par rapport à ce ouais, ce qu'on avait acheté. Et voilà, et sans ça, on est obligé de l'acheter. Et c'est aussi parce que vous êtes en pommes de terre, on est obligé, ouais. C'est aussi parce que vous êtes bio, du coup, vous êtes obligé de montrer les documents d'achat, de quel... Voilà. Ouais. Quand nous, on est certifiés par Écossais, avant, voilà. Quand la petite dame vient, elle me demande, voilà, c'est les pommes de terre que j'ai achetées, si le certificat, voilà, on a tout, parce qu'on fait tout comme ça doit être. Il y a des gens qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, qui n'ont rien à faire là-dedans, quelque part. Il faut qu'elle soit bien conditionnée. C'est méchant. Récupérer ses panneaux, il faut qu'elle soit bien séchée, tout. Bien sûr, c'est un métier. C'est un travail. C'est bien sélectif. C'est un autre métier. C'est un autre métier.
Mais On du peut- coup, On peut récupérer, mais vous, c'est ce qui vous permettrait d'être plus indépendant et puis de aussi pouvoir avoir des coûts de production qui sont moindres. Parce que là, sur l'exemple des tomates ou des courges, vous achetez, vous plantez, vous passez beaucoup de temps et les rendements ne sont pas forcément là parce que le plan n'est pas forcément bon, ou alors il y a tous les lapins qui viennent tout manger. Le temps, voilà, tout. Mais bon, ça, malheureusement, on ne pourra pas faire. On ne peut pas tout faire non plus. Et à chaque fois, vous devez racheter un plan, c'est ça? Ah oui, à chaque fois. Ouais. Ok. Une pomme de terre, on est obligé à chaque fois racheter des plants. On avait prévu de faire beaucoup de courges pendant cet hiver avec Laurent. Le problème, c'est que comme tout a été mangé avec les lapins, je vais devoir trouver mes courges chez un autre maraîcher. Et c'était pas prévu. Donc je vais avoir beaucoup de mal. Inversement, Laurent, il a eu des problèmes avec ses carottes. Il a planté cet été, mais les plants ont mal pris. Du coup, il n'en aura pas, sûrement. Et il y a 15 jours, j'ai trouvé un maraîcher qui fait que de la carotte, qui est dans l'Eure. Donc moi, je vais aller chez lui tous les mois. Mais quitte à me déplacer, autant que j'en ramène pour moi, mais j'en ramène aussi pour Laurent, qui pourra Fournir à voilà, lui ses qui me promesses, les rachètera, voilà, enfin, et qui pourra mettre pour ses paniers d'AMAP. Donc en fait, comme je suis sur la route tout le temps, c'est l'occasion de mettre en lien les uns les autres aussi pour faire du dépannage d'appoint, quoi. Actuellement, en Normandie, on produit beaucoup de céréales, de colza, de maïs et de la pomme. Au niveau de la production de légumes, il y en a vraiment très peu parce qu'on est dans une région qui est traditionnellement céréalière depuis l'après-guerre. Et du coup, les perspectives dans cette idée de faire en sorte de produire localement ce dont les populations ont besoin pour se nourrir, ça sera vraiment d'arriver à créer ce changement et de se dire on va essayer de faire en sorte de produire de plus en plus de fruits et légumes localement pour arriver à des prix qui soient au moins stabilisés. Parce que actuellement, c'est sûr que vu les volumes qui sont importés, vu les logiques d'économie d'échelle qui sont appliquées, pour le moment c'est vraiment toujours beaucoup plus rentable d'acheter des produits qui viennent de l'étranger, parce que ça coûte beaucoup moins cher en termes de coût de production. Le souci qu'on a maintenant, c'est que l'énergie coûte de plus en plus cher, l'essence coûte de plus en plus cher, et donc plus le coût de l'énergie augmente, plus ça se répercute sur le prix de notre alimentation. Et là, on le voit clairement depuis 10 ans. Quand on regarde la courbe du prix du baril de pétrole et la courbe de la FAO des prix moyens des denrées agricoles sur le marché mondial, on voit clairement que les deux courbes se suivent à quelques mois près. C'est un vrai projet de territoire et de société qu'il faut repenser, mais sur une échelle de 10-20 ans qui viennent. Et ça veut dire aussi accompagner les agriculteurs actuellement vers une conversion vers l'agriculture biologique, ou au moins moins de produits chimiques, moins de pesticides, mais aussi former les jeunes dès maintenant en lycée agricole à des formations techniques, biologiques, pour que dans 5 ans, 10 ans, on ait plusieurs centaines de personnes qui puissent s'occuper de ces micro-exploitations maraîchères qualitatives. De A à Z. Donc on est sur une petite surface où on va avoir du maraîchage qu'on peut qualifier de précision. Ils sont vraiment dans une démarche d'expérimenter, par exemple sur une bande de 1,20 m de large, jusqu'à combien de rangs de carottes je peux faire. Je crois qu'ils sont arrivés à 12 rangs de carottes sur une bande de 1,20 m, et essayer de planter les plantes, de les planter ensemble par exemple. C'est de voir justement quelles plantes poussent bien les unes avec les autres. Par exemple, on sait que le poireau et la fraise se marient très bien ensemble. Et on cite souvent l'exemple des Incas et des Mayas qui plantaient avec un grain de maïs, une graine de fève, parce que la fève va s'enrouler autour du pied de maïs et va fixer l'azote de l'air, et avec ses racines, l'injecter dans le sol, et le maïs pourra se nourrir de cet azote. Donc en fait, c'est vraiment de développer cette approche de quelles plantes poussent bien ensemble, quoi.
Alors la permaculture, en fait, c'est une science conceptuelle quasiment. C'est une science de design. C'est comment créer des écosystèmes à l'image de ce qu'on peut avoir dans la nature, mais très productifs. Et donc sur la ferme, ce qu'on a cherché à recréer, c'est une juxtaposition de petits écosystèmes, sachant que les lisières sont toujours les endroits les plus productifs parce que c'est là qu'il y a le plus d'interaction, aussi bien au niveau du sol que de la faune, de la flore. Les permaculteurs, quand ils ont initié la permaculture, ils se sont dit mais si on observe les forêts à l'état naturel, alors à l'état naturel signifiant pour eux non touchés par l'homme, on observe différentes strates, donc on a la canopée, les arbres très hauts, les arbres moyens, les buissonnants, tout ce qui va couvrir le sol, tout ce qui va pousser dans le sol, donc tout ce qui est racinaire, et puis toutes les lianes, tout ce qui va s'accrocher. Et ils se sont dit, mais finalement, si on recrée des écosystèmes en vertu de ces principes-là, mais qui donnent que des choses à manger, ou éventuellement du bois matériau, des choses comme ça, mais des choses qu'on puisse exploiter, qu'on puisse récolter. Et c'est de là qu'est né le principe de forêt-jardin. On avait cette chance finalement d'être très naïf quand on s'est installé, de ne pas avoir de formation agricole. C'est un désavantage, mais finalement ça a été un avantage aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de formatage dans nos têtes. Donc il a fallu qu'on apprenne en autodidacte, on est allé chercher un petit peu partout et on a eu cette chance de découvrir la permaculture un petit peu par hasard et ça a été un véritable déclic. Moi je dis toujours que pour moi c'était une révélation parce que j'ai vu tout autrement. La vie du sol, la vie des plantes, tout m'est apparu complètement différemment, avec une vraie compréhension, alors progressive, on ne comprend pas tout du premier coup, ni le premier jour, mais une compréhension progressive et des choses qui sont complètement normales, étant donné les conditions qu'on peut avoir. Mais nous, on a essayé d'apporter la dimension de production, donc être vraiment une ferme en production qui utilise les principes de la permaculture. Et c'est ça la nouveauté. Et ça a été tellement compliqué au début, on a vraiment trouvé que c'était un parcours du combattant, non seulement de s'installer en tant qu'agriculteur quand on n'est pas du milieu et quand on n'a pas de formation, et puis aussi de découvrir cette permaculture et d'essuyer un petit peu les plâtres, de faire tout un tas d'expériences, qu'on a à cœur maintenant de transmettre ce qu'on a pu faire, bien faire, mal faire, mais on en prend beaucoup de nos erreurs, hein, et de le transmettre aux autres pour que leur installation aille plus vite, qu'ils gagnent du temps en s'installant. Mais c'est pas parce qu'on passe de 3 intermédiaires à un intermédiaire que ça va forcément être moins cher. Pour une petite structure en filière courte, tant qu'elle n'a pas atteint une certaine taille, c'est pas possible de pouvoir rivaliser en termes de prix. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire comprendre et de miser sur la qualité des produits.